Bonjour à tous, on se retrouve pour la correction du sujet de brevet de mathématiques de Polynésie du 22 juin 2023. Ce sujet de brevet était composé de 5 exercices. Le premier exercice était un QCM, c'est-à-dire un questionnaire à choix multiples. On ne vous demandait aucune justification et on vous disait pour chaque question, 3 réponses A, B et C sont proposées. Une seule réponse est exacte. Et vous deviez recopier sur votre copie le numéro de la question ainsi que la réponse. Faites bien attention. Alors, ce QCM était sur le thème des fonctions. On commence tout de suite. Question 1. Soit f la fonction définie par f de x égale moins 2x plus 3. Quelle est la représentation de la fonction f? On observe que cette fonction, elle est de la forme a fois x plus b, que c'est donc une fonction affine. On sait que les représentations graphiques des fonctions affines, ce sont des droites. Alors pour trouver laquelle de ces droites correspond à la fonction définie par f de x égale moins 2x plus 3, on regarde un petit peu de plus près. On a le a qui vaut moins 2, donc a c'est le coefficient directeur de la droite, et b qui vaut 3. On rappelle que le b c'est quoi dans la formule? C'est l'ordonnée à l'origine de la droite. C'est-à-dire que la droite, elle va passer par le point de coordonnées 0b, et dans ce cas, 0, 3. Donc, ce qui élimine déjà la réponse C. Maintenant, on a le choix entre la réponse A et la réponse B. Et là, on va se servir du coefficient directeur de la droite, qui est négatif, et qui nous dit donc que la droite, elle va descendre. Ce qui nous laisse la réponse B. Alors graphiquement, le fait que le coefficient directeur ce soit moins 2, on peut l'analyser aussi en prenant un point de la droite. Et si on se déplace de 1 sur les abscisses, on avance de 1 en abscisse, on voit que pour retrouver un autre point de la droite, on fait quoi? On va descendre de 2. Il suffisait de noter question 1, réponse B. À la question 2, on vous disait, on considère la fonction dont la représentation est donnée ci-contre. D'après le graphique, quelle est l'image de 1 par cette fonction? Donc si on cherche l'image de 1, ça veut dire que 1 c'est notre nombre de départ. Et donc sur le graphique, le nombre de départ, il est sur l'axe des abscisses. Donc on regarde quel est le point de la courbe qui a pour abscisse 1. C'est le point C, et son ordonnée, c'est 2, qui correspond donc à l'image de 1 par la fonction f. Donc là, c'était la réponse A. Question 2, on répondait réponse A. À la question 3, on vous disait, on donne ci-contre un tableau de valeur de la fonction h définie par h de x égale moins x plus 1 réalisé à l'aide d'un tableur. Quelle formule a-t-on saisi dans la case B2 avant de l'étirer vers la droite? Alors, il y a deux éléments importants. C'est qu'on se place en B2 et que le nombre de départ, il est où? Il est en B1. Et ça va avoir une importance très très importante puisqu'on veut une formule que l'on va recopier. Et donc pour ça, on est obligé d'utiliser des références de cellules. Parmi les 3 qui sont proposées, il n'y en a qu'une seule qui a des références de cellules. C'est la C, on va quand même vérifier que ça fonctionne. Si on veut faire moins le nombre de départ, c'est-à-dire moins le nombre qui est en B1, on va bien écrire moins B1, et après on ajoute 1, c'est ce qu'on fait par cette fonction. Donc il fallait choisir la réponse C. Question 3, réponse C. À la question 4, on vous disait quelle est la forme développée de l'expression 3x moins 7 au carré. Alors on sait que 3x moins 7 au carré, ça signifie quoi? Ça signifie 3x moins 7 facteur de 3x moins 7. Si on utilise la propriété de la double distributivité, on va distribuer 3x avec 3x et moins 7, et après moins 7 avec 3x et moins 7. Donc on y va, 3x fois 3x, ça nous fait quoi? Ça nous fait 9x au carré. Moins 7 fois 3x, ça nous fait moins 21x. Ensuite, moins 7 fois 3x, ça nous fait encore moins 21x.
Et on y va, moins 7 fois moins 7, moins par moins, plus 7 fois 7, 49. Attention à la réduction de moins 21x avec moins 21x, ça ne fait pas 0. Moins 21, c'est moins 21 plus moins 21, donc ça nous fait moins 42x plus 49. Donc la réponse, c'était la réponse B. Fallait dire question 4, réponse B. On passe maintenant à l'exercice 2 où on vous disait Olivia a décidé d'installer sur le sol plat de son jardin 4 panneaux photovoltaïques pour produire de l'électricité qu'elle consomme. Alors on vous décrit les panneaux. Alors qu'est-ce qu'on vous disait? Un panneau photovoltaïque est un dispositif permettant de générer de l'électricité à partir de l'énergie lumineuse. Alors on vous donne toutes les caractéristiques d'un panneau. Longueur 1700 mm, largeur 1000 mm, épaisseur 40 mm, fonctionnement optimal, inclinaison par rapport à l'horizontale comprise entre 30 et 35 degrés, et l'orientation vers le sud. On vous disait, pour incliner ces panneaux et obtenir un fonctionnement optimal, Olivia choisit de fabriquer elle-même un support. Pour cela, elle réalise les schémas suivants du support, qui sera constitué de 3 équerres identiques, 1, 2 et 3, reliées entre elles par 3 barres latérales, que vous voyez ici, une au fond et une devant. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous disait? Alors, les barres latérales, elles sont chacune 4 mètres de long, et chaque support, un support est prévu pour accueillir 4 panneaux solaires. Vous avez le plan général du support à gauche, le plan détaillé d'une équerre à droite. Première question. Vérifiez que la distance HS arrondie au millimètre est égale à 166,4 cm. Alors, si on regarde bien notre figure, on a quoi? On a ici un triangle HPS qui est rectanglant P. On nous donne la longueur de PS, on nous donne la longueur de HP, et on cherche la longueur de HS qui est la longueur de l'hypoténuse de ce triangle. Donc là, ça doit être assez évident. On va utiliser le théorème de Pythagore et on nous demande une valeur arrondie au millimètre, sachant qu'au départ, les longueurs, elles sont données en centimètres. Une valeur arrondie au millimètre, ce sera une valeur arrondie à un chiffre après la virgule. Le triangle HPS est rectanglant P. Alors, excusez-moi pour l'écriture, mais avec le stylet, c'est moins évident. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a... Alors, si vous reprenez la figure, qu'est-ce qu'on a? HS au carré, l'hypoténuse au carré, la longueur de l'hypoténuse au carré égale PH au carré plus PS au carré. Si on remplace maintenant les longueurs connues par leur valeur, ça nous donne HS au carré égale à 90 au carré plus 140 au carré. HS carré, ça nous fait 8100. Attention, 140 au carré, ça va nous donner quoi? 19 600. Donc HS au carré, ça nous fait 27 700. Et pour trouver quel est le nombre positif dans le carré et 27 700, on va faire quoi? HS égale racine carrée de 27 700. Et si on regarde à la calculatrice, qu'est-ce que ça nous fait? Racine carrée de 27 700. Ça nous fait 166,43 et des poussières. On est bien plus proche de 166,4 que de 166,5. Donc la distance HS est bien égale à 166,4 cm si on l'arrondit au millimètre. Alors attention, à la question B, on vous disait pour que le panneau soit bien tenu, le fabricant conseille que la distance HS du support
mesure au moins 95% de la longueur du panneau. On rappelle que cette longueur mesure 1700 mm. Ce support sera-t-il conforme au conseil du fabricant? Alors attention, la longueur HS, tout à l'heure nous on l'a trouvée en centimètres, arrondi au millimètre. Ici on a une longueur qui est donnée en millimètres, 1700 mm, on peut déjà le convertir en centimètres pour pouvoir comparer. 1700 mm c'est égal à 170 cm. Maintenant on va voir ce que ça représente, 95% de ces 170 cm. Est-ce qu'on est bien en dessous ou au moins égal aux 166,4 cm qu'on a trouvé tout à l'heure? Donc on y va. Pour calculer 95% d'une valeur, on fait quoi? 95 sur 100 fois cette valeur. Donc ça nous fait 0,95 fois 170. Alors on va regarder ce que ça fait à la calculatrice maintenant. Ça nous donne 161,5 cm, ce qui est bien en deçà des 166,4 qu'on avait trouvé tout à l'heure. Donc la distance HS, elle est supérieure aux 95% de la longueur du panneau, ce qui implique que le support est conforme au conseil du fabricant. On n'oublie pas de conclure et de répondre à la question posée. Alors ensuite, à la question 2, on vous disait l'angle d'inclinaison HSP permettra-t-il un fonctionnement optimal des panneaux? Alors pourquoi est-ce qu'on vous pose cette question? Parce qu'on vous rappelle que dans l'énoncé, il était dit que pour un fonctionnement optimal, inclinaison par rapport à l'horizontale comprise entre 30 et 35 degrés. Donc HSP qui est ici, soit compris entre 30 et 35 degrés. Donc on va vérifier comment on pourrait calculer ça. Alors, même si on vient de calculer HS, on n'a pas une valeur exacte. Par contre, pour PH et PS, on a des longueurs exactes. On rappelle que HPS est un triangle rectangle en P. On connaît deux longueurs. Et on aimerait trouver la mesure d'un des angles aigus de ce triangle. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? On peut utiliser les relations trigonométriques. Alors, laquelle on va utiliser dans ce cas? Qu'est-ce que c'est PH par rapport à l'angle de sommet S? C'est le côté opposé. Qu'est-ce que c'est PS? Puisque HS, on l'avait dit tout à l'heure, c'est l'hypoténuse. Donc, PS, c'est le côté adjacent. Je cherche un angle, je connais la longueur de son côté opposé et de son côté adjacent. Je vais utiliser, si je me souviens de mon moyen mnémotechnique, K, SO, toi, avec le côté opposé et le côté adjacent, c'est la tangente. Donc on y va, on va dire, dans le triangle HPS, rectangle en P, on a tangente de l'angle HSP égale à, alors le côté opposé c'est HP, le côté adjacent c'était SP, ce qui signifie que la tangente de l'angle HSP, elle est égale à quoi? Elle est égale à 90 sur 140. Maintenant, pour retrouver la mesure de l'angle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire arc tangente de 90 divisé par 140. Donc, à la calculatrice, je tape arc tangente de 90 divisé par 140 et j'obtiens la mesure de l'angle HSP est environ égale, alors attention, « 32,73 et des poussières, donc ça fait environ 32,7. Dans tous les cas, on est bien entre 30
et 35 degrés. La mesure de l'angle HSP est bien comprise entre 30 et 35 degrés, cela permettra donc un fonctionnement optimal des panneaux. Alors ensuite, on vous disait, pour consolider l'ensemble, Olivia fixe à l'intérieur de ses équerres une barre de renfort de 50 cm de longueur. Sur le plan détaillé d'une équerre, cette barre est représentée par le segment UT perpendiculaire au segment PS. Calculer la longueur ST, on arrondira au millimètre. Si on reprend notre schéma, on vient de nous donner une indication. UT doit faire combien? Doit faire 50 cm. On recherche maintenant la longueur TS. Alors, on voit sur notre schéma que, et on nous a rappelé que UT était perpendiculaire à PS. On rappelle que le triangle HPS est aussi un triangle rectangle, donc on a HP qui est perpendiculaire également à PS. Donc les droites HP et UT, elles sont toutes les deux perpendiculaires à PS, elles sont donc parallèles. Donc on a deux droites HP et UT qui sont parallèles. Quand on regarde un petit peu la configuration du grand triangle HPS et celle du triangle UTS, ça doit vous rappeler quelque chose. Ça doit vous rappeler une configuration de Thalès qu'on appelle les triangles emboîtés. Donc, on a bien HUS et PTS qui sont alignés. Les deux droites, on l'a dit, elles sont parallèles. Est-ce qu'on a suffisamment d'indications au niveau des longueurs pour pouvoir utiliser éventuellement le théorème de Thalès pour calculer cette longueur TS? Alors, on voit qu'on connaît UT et la longueur qui est associée, qui est HP pour le grand triangle. Nous, on cherche TS et on connaît la longueur PS qui lui est associée. Donc, on connaît 3 longueurs sur 4 sur les deux quotients. Donc, on va pouvoir utiliser le théorème de Thalès pour calculer la longueur TS. Donc, on va dire quoi? Les droites HU et PT sont séquentes en S. On a quoi d'autre? UT et HP, comme on vient de le voir, qui sont parallèles. Donc, on va dire quoi? SU sur SH est égal à ST sur SP est égal à UT sur HP. On y va. Alors maintenant, il nous reste à remplacer les longueurs qui sont connues par leur valeur. Alors même si on connaît SH, je ne vais pas le faire intervenir dans les calculs puisqu'on n'en a qu'une valeur rapprochée. Et j'ai pas envie de faire intervenir les racines carrées. Surtout que on l'a vu tout à l'heure oralement, c'est pas ça qui va nous intéresser, qui va nous servir pour faire nos calculs. Donc SU sur SH, je peux le laisser de côté. Par contre, ST, c'est ce qu'on cherche. Et on connaît la valeur associée qui est 140. UT, on nous l'a dit dans l'énoncé, ou TU, c'est la même chose, c'est 50 cm. Et HP, c'est 90. Donc, si j'utilise l'égalité entre les deux derniers quotients, que j'applique l'égalité des produits en croix, ça va me donner quoi? 90 fois ST égale 140 fois 50. Et de là, je peux en déduire que ST mesure combien? 140 fois 50 divisé par 90. Donc ça nous fait 7000 divisé par 90. Alors regardez, hop, on divise par 10 en haut et en bas, il nous reste 700 divisé par 9. Et on va trouver que 700 divisé par 9, ça nous fait combien? Alors, 77,77 et des poussières, on voulait une valeur arrondie au millimètre. Donc un chiffre après la virgule, ce qui nous fera 77,8. ST est environ égal à 77,8 cm. Alors pour finir cet exercice 2, on nous disait Olivia achète des tubes en acier inoxydable, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas s'oxyder, de longueur 4,5 mètres, à 37 € l'unité pour fabriquer le support composé des 3 équerres et des 3 barres latérales. Montrer qu'elle doit prévoir un budget minimum de 222 € pour l'achat des tubes en acier inoxydable. Pour cette question 4, on reprend le plan général du support. On rappelle qu'une barre latérale, elle mesure 4 mètres.
Donc pour chaque barre latérale, on aura besoin d'un tube, puisque un tube mesure 4,5 mètres. Il nous restera 50 cm, alors on pourrait dire qu'on va les utiliser pour les barres de renfort des équerres. Il faudra donc que la découpe elle soit très précise, on pourrait faire cela. Ensuite, si on regarde finalement, si on fait 90 plus 140 plus 50 plus 144,6, on s'aperçoit que les longueurs des différents éléments dont on a besoin pour construire une équerre, ça fait 446,4 donc centimètres, et 4,5 mètres, c'est 450 cm. Donc avec un tube, en fait, à chaque fois, on peut construire tous les éléments dont on a besoin pour une équerre. Donc finalement, il nous faudra 3 tubes pour les barres latérales et 3 tubes, un tube pour chacune des équerres. Il me faudra 6 tubes et le prix d'un tube étant de 37 € l'unité, 6 x 37, ça me donnera bien 222 € minimum. Alors on va essayer d'expliquer un petit peu tout ça. L'exercice 2 est terminé. L'exercice 3 était un exercice de probabilité. On vous disait, dans cet exercice, on étudie la probabilité de gain des deux jeux ci-dessous. Alors en première partie, on analysait les deux jeux. Jeu 1, un sac contient 5 boules indiscernables au toucher, ça veut dire qu'on ne peut pas reconnaître au toucher, dont une portant la lettre N, 2 portant la lettre G et 2 portant la lettre P, comme sur l'illustration que vous avez juste en dessous. Et jeu 2, une roue à 6 secteurs angulaires identiques numérotés de 1 à 6. Alors on vous disait, tout d'abord on considère le jeu 1, on pioche une boule au hasard dans ce sac et on note la lettre inscrite sur la boule choisie. On considère qu'on a gagné si on pioche la lettre G, montrer que la probabilité de gagner avec ce jeu est de 2 sur 5. Alors il y a combien? Il y a 5 boules dans le sac qui ont toutes la même probabilité d'être tirées. Il y en a 2 qui portent la lettre G. Donc on a 2 chances sur 5 de gagner. Alors on vous disait maintenant, on considère le jeu 2, on fait tourner la roue et on note le nombre inscrit sur le secteur pointé par la flèche. On considère qu'on a gagné si on s'arrête sur un nombre premier. Quelle est la probabilité de gagner à ce jeu? Alors si on regarde bien, qu'est-ce qu'on a comme numéro sur chacun des secteurs? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a combien de nombres premiers? Est-ce que 1 est un nombre premier? Non. Est-ce que 2 est un nombre premier? Oui. Est-ce que 3 est un nombre premier? Oui. Ensuite, 4 et 6, on peut les enlever puisque 2 est le seul nombre pair qui est premier. Et on avait 5 qui est aussi un nombre premier, puisque 2, 3 et 5 sont uniquement divisibles par 1 et par eux-mêmes. Donc on avait 3 nombres premiers sur 6. Donc la probabilité de gagner dans ce jeu, elle est de 3 sur 6 ou de 1,5. Il y a 3 secteurs sur 6 qui ont un nombre premier. On peut les donner, 2, 3 et 5. La probabilité de gagner à ce jeu est donc de 3 sur 6 ou 1,5. On pouvait dire aussi ou 0,5 ou 50%, comme vous le voulez. Alors, quel est le jeu qui présente la plus faible probabilité de gagner? Dans le jeu 1, la probabilité, elle est de 2 sur 5. 2 sur 5, c'est la même chose que 0,4 ou 40 pour 100.
40%, c'est plus petit que 50%. D'accord? Conclusion, le jeu qui présente la plus faible probabilité de gagner est le 1. Alors on poursuit et on termine cette première partie. Alors, proposez une liste de boules à rajouter pour que la probabilité de gagner avec le jeu 1 soit de 1 sur 4. Alors pour répondre à cette question, on sait que 1 quart c'est la même chose que 2 sur 8. Or pour le moment dans le sac on a déjà 2 boules avec la lettre G. Donc il faudrait avoir 2 boules avec la lettre G sur un total de 8 boules. Or comme on a déjà 5 boules, il suffit de faire quoi? Il suffit d'ajouter 3 boules qui portent soit la lettre P soit la lettre N. Ça ne va pas changer le nombre de G qu'on a dans notre sac. Et on aura bien une probabilité de tirer une boule avec la lettre G de 2 sur 8. Donc une probabilité de gagner de 2 sur 8 qui est égale à 1 quart. On a terminé pour la partie A. Regardons maintenant la partie B. On vous disait dans cette partie, toute trace de recherche sera valorisée. On choisit finalement de combiner les deux jeux. Dans un premier temps, le joueur doit tirer une boule dans le sac du jeu 1. On doit ensuite faire tourner la roue du jeu 2. Le joueur gagne un lot s'il a tiré une boule portant la lettre G et si la roue s'arrête sur un secteur angulaire dont le numéro est un nombre premier. Quelle est la probabilité de gagner à cette combinaison des deux jeux? On a maintenant une expérience aléatoire à 2 épreuves. Donc le mieux, c'est de commencer par faire un tableau à double entrée pour bien voir quelles sont toutes les issues possibles et voir quelles sont celles qui nous permettront de réaliser notre événement qui est de gagner. C'est-à-dire avoir une lettre G, puis un secteur angulaire avec un nombre premier. Donc on voit qu'on peut avoir combien d'issues différentes, d'issues au total. 5 fois 6, on aura 30 issues au total, d'accord? On a 30 cases dans notre tableau, donc on a 30 issues différentes. Les issues qui nous intéressent, c'est celles où on va avoir la lettre G et un nombre premier. Donc, on regarde bien. G2, G3, qu'on peut obtenir également 2 fois, et G5, qu'on peut obtenir 2 fois également. Donc ça nous fait combien? Ça nous fait 6 cas favorables sur 30. Et 6 cas favorables sur 30. 6 sur 30, 6 et 30 sont dans la table de 6. Ça va nous faire une chance sur 5. Donc on répond. La probabilité de gagner à cette combinaison des deux jeux est de 6 sur 30 qu'on peut simplifier en 1 sur 5 ou 0,2 ou 20 pour 100. Voilà pour l'exercice 3. Alors dans l'exercice 4, on a un programme de calcul. Choisir un nombre, prendre le carré de ce nombre, multiplier le résultat par 2, ajouter le nombre de départ et soustraire 66. Alors ça c'est des questions assez habituelles dans les brevets. Donc première question, on vous disait montrer que si le nombre choisi au départ est 4, le résultat obtenu est moins 30. Et ensuite on vous demandait quel résultat obtient-on si le nombre choisi au départ est moins 3. On s'embête pas, on peut faire étape par étape, rien ne sert de vouloir faire une seule expression dès le départ et de se tromper par l'oubli de parenthèses ou autre. Donc, regardez bien, tranquillement, je prends mon nombre de départ, c'est 4. Ensuite, je prends le carré de 4. 4 au carré, ça fait 4 fois 4, ça fait 16. Multiplier le résultat par 2, 16 fois 2, ça fait 32. Ajouter le nombre de départ. 32 plus combien? On prend le nombre de départ qui était 4. Ça fait 36. Et on finit, on fait 36 moins 66. Ça nous fait quoi? Ça nous fait bien moins 30. On n'oublie pas de conclure. Si le nombre choisi
et 4, on obtient bien moins 30. Alors maintenant, on va faire la même chose, mais avec moins 3. Cette question, elle est assez caractéristique des sujets de brevet quand vous avez un programme de calcul où, à la première étape, on vous demande de prendre le carré du nombre choisi, si ce nombre est négatif, puisque ça entraîne en général pas mal d'erreurs. Tout simplement pourquoi? Parce que vos professeurs ont dû vous répéter très souvent, lorsqu'il y a un nombre négatif et que tu veux l'élever à une puissance, pense toujours à mettre des parenthèses. Donc si je prends moins 3 au départ, attention, le carré de moins 3, ça va s'écrire moins 3 entre parenthèses au carré, ce qui fera moins 3 fois moins 3, 9. Le carré d'un nombre négatif est toujours positif. Attention de ne pas écrire moins 3 au carré comme ceci. Ça, vous l'avez vu plusieurs fois depuis la 4e. Quand on ne met pas les parenthèses, ça veut dire quoi? Ça veut dire moins, plus loin, 3 fois 3. Donc ça ferait moins 9. Attention. Ça, c'est faux. Ensuite, on nous disait quoi? Je multiplie par 2. Ça fait 9 fois 2. Ça fera 18. Je rajoute le nombre de départ. Attention, le nombre de départ, c'était quoi? C'était moins 3. Donc on va faire 18 plus moins 3. On aurait pu écrire directement 18 moins 3, ça nous fait quoi? Ça nous fait 15. Et on finit, on enlève 66. 15 moins 66, ça fera combien? Ça fera moins 51. Donc si on choisit moins 3, on obtient moins 51. Dans la suite de l'exercice, vous aviez des questions Scratch. On s'intéresse au bloc d'instructions ci-dessous intitulé Programme de calcul. On souhaite le compléter pour calculer le résultat obtenu avec le programme de calcul en fonction du nombre choisi au départ. On précise que deux variables ont été créées, nombre choisi qui correspond au nombre choisi au départ et résultat. Écrire sur votre copie le contenu qui doit être inséré dans les emplacements A et B. Alors, si on regarde bien, définir programme de calcul, mettre résultat A, qu'est-ce qu'on voulait faire au début? On voulait calculer le carré du nombre choisi. Donc on doit faire quoi? Pour le carré du nombre choisi fois nombre choisi. Donc vous aviez qu'à faire A égale nombre choisi. Ensuite, à la deuxième étape, on faisait quoi? On multipliait par 2. Donc on prend le résultat qu'on a obtenu en faisant nombre choisi fois nombre choisi et on le multiplie à l'étape numéro 2 par 2. Donc B égale 2. Vous voyez, si on continue, on fait bien ensuite. Je prends le dernier résultat obtenu, je rajoute le nombre de départ, le nombre choisi, et en dernière étape, je prends le résultat de ma dernière étape, moins 66. Donc on est bon. On continue. Vous voyez, on vous disait aucune justification n'était attendue pour la question. Alors, on vous disait ensuite, Lucie insère le bloc précédent dans le script ci-dessous et observe la réponse donnée par le lutin. Alors, quand le drapeau vert est cliqué, mettre nombre choisi à 0. Donc on initialise notre variable nombre choisi à 0 et on va répéter 20 fois quoi? On applique le programme de calcul. Si le résultat est égal à 0, alors dire regroupe, on peut choisir nombre de départ et nombre choisi. Alors qu'est-ce qui se passe? À quoi correspond la valeur 5,5 donnée comme réponse par le lutin avec le programme de Lucie? On a vu quoi? Qu'est-ce qui se passe lorsque le résultat du programme de calcul est égal à 0? Le lutin il nous dit quel était le nombre choisi. Donc, pour répondre à la question, on va dire simplement avec 5,5 comme nombre de départ, le programme de calcul donne 0. Pour finir, on vous disait, on nomme x le nombre choisi au départ, déterminer l'expression obtenue par ce programme de calcul en fonction de x. Alors regardons bien, je prends x, ensuite on devait faire quoi? Prendre le carré, ça donne x au carré. On multiplie par 2, ça va nous donner 2x au carré. Ensuite on faisait quoi? On ajoutait le nombre choisi, donc ça fait 2x au carré plus x. Et on finit, on soustrait 66, donc ça nous donne 2x au carré plus x moins 66. Donc l'expression obtenue
là on a une forme développée réduite déjà. Et 2x au carré plus x moins 66. On finit, on vous disait, on admet que 2x moins 11 facteur de x plus 6 est la forme factorisée de l'expression trouvée à la question précédente. Pour quelle valeur de x le résultat obtenu avec le programme est-il égal à 0 ? Donc on cherche les valeurs de x telles que 2x au carré plus x moins 66 est égal à 0. Or, qu'est-ce qu'on nous a dit au début de cette question? Que 2x au carré plus x moins 66, c'est la même chose que 2x moins 11 facteur de x plus 6. Donc on va résoudre cette équation, 2x moins 11 facteur de x plus 6 égale à 0, puisque c'est une équation produit nul, et que ça on sait faire. Alors on va dire quoi? Un produit de facteurs est nul si au moins l'un de ces facteurs est nul. Soit 2x moins 11 égale à 0, soit ça veut dire quoi? Que x plus 6, il vaut 0. Alors 2x moins 11 égale à 0, je rajoute 11 à gauche, je rajoute 11 à droite, ça nous fait 2x égale à 11. Pour trouver x, qu'est-ce que je vais faire? Je divise par 2 de chaque côté. Ça me fait 11 demi. C'est la même chose que 5,5. C'est ce qu'on avait trouvé grâce au programme Scratch. X plus 6 égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire x égale à moins 6. Hein, bien évidemment, moins 6 plus 6, ça fait bien 0. Avec moins 6 et 5,5, le programme de calcul donne 0. Voilà pour l'exercice 4. Alors dans l'exercice 5, on vous disait quoi? Un professionnel et un amateur vont faire une séance de karting sur la piste ci-dessous, représentée en trait plein. Cette piste est constituée de segments, de demi-cercles et de quarts de cercle. Le professionnel fait un tour de piste en 60 secondes, l'amateur fait un tour de piste en 72 secondes. Première question, montrez que la longueur de la piste est 1045 mètres, arrondi à l'unité près. Si on regarde bien notre circuit, on commence d'abord par les lignes droites. On a une ligne droite de 120 mètres, une, deux, si je les matérialise avec des couleurs, de 90 mètres, et combien? Une, deux et 3 de 60 mètres. Ensuite, on voit qu'on a des virages. Donc on a deux demi-cercles de rayon. Alors si on prend les codages de rayon 60, ce qui va nous faire en fait l'équivalent d'un cercle complet de rayon 60. Et ensuite on a 4 quarts de cercle. Avec les codages, on sait que c'est des quarts de cercle de rayon 30. Donc 4 quarts de cercle, ça nous fait aussi un cercle complet de rayon 30. Donc, si on met tout ça par écrit, ça nous donne quoi? Donc, je viens de poser les calculs. Donc, on rappelle une ligne droite à 120 mètres, 2 de 90 mètres, 3 de 60 mètres. Ensuite, un cercle complet de rayon 60. Donc, ça fait 2 fois rayon fois pi, 2 fois 60 fois pi mètre. Un cercle complet de rayon 30, ça correspond à une longueur de 2 fois 30 fois pi. Donc, j'ai un petit peu détaillé les calculs. Donc 120 mètres, ça reste 120 mètres. 2 fois 90, 180. 3 fois 60, 180. 2 fois 60 fois pi, ça fait 120 pi. Et 2 fois 30 fois pi, ça fait 60 pi. Si vous avez rentré de toute façon tout ça sur votre calculatrice, la calculatrice, elle vous a sûrement rendu dans un premier temps 480 plus 180 pi. Et si vous demandez une valeur plus précise, elle vous a dit que ça faisait environ 1045,48 et des poussières, donc ce qui fait bien environ 1045 mètres. Donc on conclut. La longueur de la piste est bien d'environ
1045 mètres. Calculer la vitesse moyenne du professionnel en mètres par seconde. On arrondira au centième près. Alors on rappelle qu'on nous a dit que le professionnel il faisait un tour en 60 secondes. Et il suffit de faire quoi si on veut une vitesse en mètres par seconde? On va diviser des mètres par des secondes. Donc V égale D sur T. Alors on fait 1045 divisé par 60. Et 1045 divisé par 60, ça nous donne 17,41666666. Donc on va arrondir à 17,42. Donc la vitesse moyenne du professionnel est d'environ 17,42 mètres par seconde. La question suivante, on vous dit, pour des raisons de sécurité sur ce circuit, les amateurs ne doivent pas dépasser les 60 km/h de moyenne. Cet amateur respecte-t-il les règles de sécurité? Alors on sait que l'amateur, lui, il fait un tour en 72 secondes. Donc on va déjà calculer sa vitesse en mètres par seconde. V égale D sur T, on s'en souvient. Ça nous fait quoi? 1045 mètres divisé par 72 secondes. Ce qui nous fait environ 14,5 mètres par seconde. Maintenant, vous vous souvenez peut-être comment on peut passer des mètres par seconde au kilomètre par heure. Alors, soit vous vous souvenez souvent de la technique qu'on vous donne en physique-chimie plus rapidement en multipliant par 3,6. Sinon, on va un petit peu expliciter 14,5 mètres par seconde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 14,5 mètres en 1 seconde. Si maintenant je veux savoir combien j'ai parcouru de kilomètres en 1 heure, c'est-à-dire combien? 3600 secondes, donc ça sera dans un temps 3600 fois plus grand. Si je fais 14,5 mètres toutes les secondes, en 1 heure, je vais parcourir une distance 3600 fois plus grande. Donc ça donne 52 200 mètres par heure, soit 52,2 km pour 1 heure. Donc notre pilote amateur, il est bien en dessous des 60 km par heure. Hein. Même si on avait une valeur qui était approchée, même si on avait pris 14,6 au-dessus, on aurait été en dessous des 60 km par heure. Conclusion, cet amateur respecte bien les règles de sécurité. On passe à la toute dernière partie de ce brevet. On vous disait, le professionnel et l'amateur partent en même temps de la ligne de départ, ils font plusieurs tours de circuit. On rappelle que le professionnel effectue un tour en 60 secondes et l'amateur en 72 secondes. Donc première étape, on vous disait décomposer 60 et 72 en produits de facteurs premiers. Alors pour 60, ça va aller assez vite, puisque 60 est dans la table de 10, donc on va faire 6 fois 10 d'abord. Du 6, on va sortir 2 fois 3, et du 10, on sort 2 fois 5. Donc on a que des facteurs premiers, 2, 3 et 5, donc on met dans l'ordre 2 au carré fois 3 fois 5. Voilà pour la première partie. Donc 72 maintenant, on se sert des tables qu'on connaît. On peut dire c'est 9 fois 8 ou 8 fois 9. 8 c'est quoi? C'est la table de 2. 2 fois 2 fois 2. 9 c'est quoi? C'est 3 fois 3. On a terminé. 2 fois 2 fois 2 c'est 2 au cube. Et 3 fois 3 c'est 3 au carré. Maintenant on nous dit au bout de combien de temps se retrouve
se retrouveront-ils pour la première fois sur la ligne de départ ensemble? Alors ça, c'est un exercice classique. Vous avez votre pilote professionnel qui revient toutes les 60 secondes et votre pilote amateur qui revient toutes les 72 secondes au départ. Donc forcément, quand ils vont se retrouver ensemble, on va chercher un nombre qui sera à la fois dans la table de 60 et à la fois dans la table de 72, puisqu'ils font des tours complets. Donc soit vous vous amusez, vous récitez la table de 60 et de 72, vous marquez tous les multiples de 60 et 72 et vous cherchez le premier multiple commun, c'est une possibilité. Sinon, vous vous souvenez peut-être comment, à partir de la décomposition en produit de facteurs premiers, on peut retrouver ce plus petit multiple commun non nul. Alors, on va d'abord rédiger le pilote professionnel et l'amateur se retrouveront pour la première fois sur la ligne de départ au bout de... Alors, on cherche un nombre qui soit à la fois dans la table de 2 au carré fois 3 fois 5 et dans la table de 2 au cube fois 3 au carré. Donc, il faut que notre nombre il soit à la fois dans la table de 2 au carré et de 2 au cube. Donc, je vais prendre ce que j'ai de plus grand. Je vais prendre 2 au cube. Donc, il faut que mon nombre il soit dans la table de 2 au cube. Ensuite, il faut aussi qu'il soit dans la table de 3, mais aussi de 3 au carré. Donc, il faut qu'il soit dans la table de 3 au carré. Et il faut aussi qu'il soit dans la table de 5. D'accord? Pour être dans la table de 60, il faut être dans la table de 2 au carré fois 3 fois 5. Donc, il faut être dans la table de 5. Donc, le nombre que je cherche, c'est donc 2 au cube fois 3 au carré fois 5. 2 au cube, c'est 8. 3 au carré, c'est 9. Fois 5. Alors, on a 72 fois 5. Et 72 fois 5, ça fait 360. Donc ça, c'est le nombre de secondes. Attention. On peut dire qu'on a déterminé le plus petit multiple commun non nul. J'aurais pu le faire avant. On a déterminé le plus petit multiple commun non nul à 60 et 72. Alors pour finir, maintenant on sait qu'ils vont se retrouver au bout de 360 secondes et on vous demandait combien chacun aura-t-il effectué de tours. Il suffit simplement de faire la division. Donc 360 divisé par 60, ça fait bien 6. 36 divisé par 6, ça fait 6. 360 divisé par 72, ça fait 5. Et on conclut, l'amateur aura réalisé 5 tours et le professionnel 6. Voilà pour cette correction du sujet de brevet de Polynésie du 22 juin 2023. Bonne fin de révision et bon courage pour ceux qui passent le brevet de métropole ce lundi.